Le salon Parapsy 2017 à l'espace de Champéret se termine, c'est terminé. J'ai filmé pas mal de monde, comme je l'ai fait d'ailleurs à la porte de la Villette et à la porte de Versailles. Donc on peut dire qu'il y a une semaine, j'ai pas arrêté de filmer des praticiens de toutes sortes. Et une des rencontres qui m'a le plus frappé peut-être, c'est celle avec une dame qui s'appelle Jumentier, je ne me souviens plus de son prénom, et qui fait la communication avec les animaux. Et les animaux les plus petits comme les plus grands. Et cela nous rappelle finalement quelque part que nous sommes dans le même bateau que les animaux. Il y a d'un côté les animaux, y compris l'homme, y compris la femme bien sûr, et de l'autre côté il y a les végétaux et les minéraux. Il semblerait que les animaux, si on en croit bien sûr les parapsychologues, et on pense à la métempsychose, qui fait qu'on peut se réincarner, un animal peut se réincarner dans un être humain. On pense aussi à la morphopsychologie, à la physiognomonie, on nous attribue des tel et tel type animal. Nous sommes partis d'un ensemble, et c'est pourquoi j'attache beaucoup d'importance au niveau alimentaire à la consommation animale. Et pourquoi j'ai une certaine défiance par rapport à la consommation végétale. Bon, il est clair que les animaux, un certain nombre d'animaux se nourrissent effectivement de végétaux, c'est vrai, on pense notamment aux bovins, entre autres. Et alors, il faudrait aussi inclure dans les animaux, bien sûr, les poissons probablement. Et je pense qu'il y a des tabous sur les animaux qui sont très dangereux. Si on commence à dire qu'on ne doit pas manger de chair animale, on est mal parti pour l'humanité, pour l'avenir de l'humanité au XXIe siècle, parce que vu la démographie, on se dit, mais alors toute cette viande que nous produisons, parce que quelque part, excusez-moi de choquer certains esprits sensibles, mais quand nous faisons des enfants, nous produisons de la viande. Nous produisons de l'animalité. Bon. Mais c'est une viande qu'on ne peut pas consommer. Alors, pour un extraterrestre, parce que moi souvent je me place dans la position d'extraterrestre, pour un extraterrestre, une humanité qui produirait des quantités astronomiques de viande et qui s'interdirait de les consommer, et qui après irait se plaindre de la famine, etc., on dirait que voilà des gens qui fonctionnent mal. Bon, alors, donc il y a deux problèmes qui se posent en fait. L'un, qui est relativement banal, qui est celui, bien sûr, de la consommation de viande, avec des restrictions. On sait par exemple que chez les juifs, pour des raisons qui m'échappent d'ailleurs, on ne consomme pas de porc. Bon. Mais, alors que, bon, et d'ailleurs ça a affecté l'imagerie zodiacale, puisque l'imagerie zodiacale a supprimé à un moment donné de son histoire le porc, que l'on voit attesté dans toutes sortes de représentations des mois de l'année, notamment à l'automne. Bon. Donc, il y a des limitations aussi dans l'abattage. Le halal, le kasher, la cacheroute, c'est aussi la façon dont on doit abattre l'animal. Mais ça, ce sont des modalités. Ce n'est pas le principe de l'interdiction de la viande. Il n'est pas du tout interdit chez les juifs de manger de la viande, ni chez les musulmans d'ailleurs. Alors, un autre problème qui se pose, c'est le problème de l'anthropophagie. Alors, on sait que c'est un interdit, un des interdits les plus lourds qui soit. Bon, bien qu'on sache on sait qu'il y a des peuplades qui étaient anthropophages, c'est évident. Est-ce que l'anthropophagie est condamnable? Vous connaissez le film Soylent Green, Soleil Vert, avec Edward J. Robinson et Charlton Heston sur cette question. Le scandale de diffuser des produits à base humaine constitués de personnes qui décèdent. Moi, je dois avouer que je suis très prudent sur cette question et que je ne vois pas de problème majeur à la consommation humaine, à condition bien entendu que les gens ne se précipitent pas les uns sur les autres. Mais ça, à ce moment-là, ça revient
à l'interdit de l'homicide. Donc, si vous voulez, de toute façon, l'homicide doit être sévèrement puni, y compris d'ailleurs, dans le cas de l'euthanasie. Hein. Mais là, on parle du scénario, de même qu'aujourd'hui, par exemple, ça n'a rien à voir, vous me direz, il y a une loi maintenant qui dit que tout être humain, tout citoyen français, s'il n'a pas fait d'objection, euh, euh, donne son corps à la science. Bon, on ne va pas manger son corps, mais on va l'utiliser, ce qui n'est pas forcément mieux d'une certaine manière, c'est pas plus rassurant, on va l'utiliser pour des expériences. On sait aussi que ce genre de pratique a abouti à des choses épouvantables dans les camps de concentration, on pense au docteur Mengele, etc. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. De toute façon, on punit tout acte de violence physique à l'égard de quelqu'un, puisque ça déclenche la mort ou pas d'ailleurs, qu'il y ait une blessure, une incapacité temporaire de travailler, etc. etc. Donc ça, de ce point de vue-là, juridiquement, on est protégé, on ne pense pas que si on prenait l'habitude de manger de la viande humaine, de la chair humaine, ça augmenterait le nombre d'homicides. Bon, cela dit, il peut y avoir aussi des suicides. Le suicide, ce n'est pas la même chose que l'homicide. On peut imaginer, je pense aux pélicans notamment, qui, pour nourrir ses enfants, les nourrit de ses entrailles. Enfin, ce qui fait d'ailleurs qu'on associe souvent le pélican au christianisme, pour une raison que je ne préciserai pas d'ailleurs. Donc, d'un point de vue purement économique, il est clair que dans bien des cas, je vais un peu renverser l'analyse, dans bien des cas, on mange des légumes parce qu'on ne peut pas manger de viande animale, de viande humaine. Voilà, à mon avis, le problème. C'est une consommation qui est interdite. Et donc, on a des succès d'années, comme par exemple pendant l'occupation allemande, comme on ne pouvait pas manger de viande, on mangeait des topinambours et des rutabagas. Comme on ne pouvait pas, je ne sais pas moi, utiliser du cuir, on mettait des semelles en carton, etc. etc. Donc, le refus de la viande, sous toutes ses formes, sous quelque forme que ce soit, a abouti à des succès d'années, à des ersatz de remplacement, et donc à quelque chose qui est faux, et qui en plus ne correspond pas aux besoins du corps. Le besoin du corps, c'est à mon avis que l'animal a besoin de l'animal. Mais de toute façon, pour moi, et je pense que là-dessus il va y avoir certainement une révolution, il est indispensable de comprendre que l'on doit articuler la procréation sur la consommation alimentaire, d'une manière ou d'une autre. Alors, je pense que les esprits vont changer à ce sujet. Il faut d'ailleurs réfléchir sur les interdits, les raisons de ces tabous. C'est quelque chose qui est assez, fait partie, disons, des automatismes de la pensée, enfin, des réflexes, ah oui, bon. Mais on connaît d'ailleurs des films ou des récits d'anthropophagie parce qu'on n'avait pas le choix. Même une chanson aussi anodine que « Il était un petit navire » que je chantais quand j'étais petit, est une chanson qui renvoie à l'idée que quand on est dans un petit navire, eh ben finalement on finit par se manger les uns les autres, en tout cas pour désigner celui qui va être mangé en attendant les autres, etc. Je pense que là il y a une bêtise fondamentale de la condition humaine dans ce refus. On trouve ça aussi d'ailleurs avec l'interdiction de manger de la viande en Inde, avec des famines, alors que parce que la vache est un animal sacré, etc. Il y a des choses qui sont complètement folles à ce niveau-là. Et même, je pense que des végétariens à outrance se laisseraient mourir de faim plutôt que de tuer un animal ou de le chasser. Parce que la chasse, c'est quand même un élément essentiel de l'histoire de l'humanité. Et nous sommes des anciens chasseurs. Et les bergers aussi, ce sont des gens qui gardent des moutons qui vont être consommés.
entre autres choses. Alors je renvoie encore une fois aux imageries, parce que moi je suis historien des croyances populaires notamment, les imageries populaires de l'automne, où l'on voit les paysans, enfin je veux dire, bon, les paysans tuer le cochon, le suspendre à une sorte d'échelle et le dépouiller, le décortiquer, le disséquer pour constituer des aliments, de la charcuterie notamment, qui va permettre de passer l'hiver. Hein, bon. Et d'ailleurs, il y a dans cette scène, j'ai déjà dit à différents endroits, quelque chose de l'ordre de la crucifixion. L'animal est littéralement crucifié sur une sorte d'échelle, comme ça, et on commence à le décortiquer et à l'utiliser en différentes applications, comme selon le proverbe, dans le cochon tout est bon. Bon. Donc, qu'il y ait des sociétés qui n'aient pas accès à la viande pour toutes sortes de raisons, parce qu'il n'y a pas de pâturage. Et rappelons la formule de Sully, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Le pâturage, c'est bien entendu la consommation de viande. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que l'économie, la philosophie de l'économie va devoir, à mon avis, nécessairement repenser la question de l'animalité et considérer que tout ce qui est animal est consommable, non seulement les animaux, mais aussi les humains. Et d'autre part, je basculerai sur une autre question, à savoir les rapports entre l'animal et la machine. Alors vous savez que l'animal a servi très longtemps et continue à le faire, à véhiculer, à charrier les choses, n'est-ce pas même vers 1900, les autobus étaient tirés par des animaux, par des chevaux. Les autobus n'ont pas commencé avec l'utilisation de la machine et de la vapeur. C'était des machines, bien sûr, la voiture est une machine, si on veut, mais elle était tirée par des animaux. C'était des voitures hippomobiles, et non pas. Et ça donnait. Après on a parlé de machines automobiles. Donc, où est la frontière entre l'animal et la machine? C'est aussi notre question qui se pose. C'est aussi un autre interdit qui se présente ici, parce que l'androïde, c'est quelque chose qui existe aussi. Nous sommes tous plus ou moins voués d'ailleurs à nous appareiller, ce qu'on appelle le transhumanisme. Tout à l'heure, j'entendais à la radio quelqu'un qui nous parlait de perfectibilité de l'être humain, et il entendait par perfectibilité le fait d'utiliser des machines pour nous compléter. Alors, excusez-moi, mais la perfectibilité de l'être humain, je préfère que ce soit l'être humain lui-même, comme disait Rousseau dans l'essai sur l'inégalité. C'est l'être humain lui-même qui progresse par lui-même, et non pas par des additions et par des ajouts, comme le portable ou je ne sais quoi. Bon, là aussi, cette question, la machine est perfectible, est-ce que l'être humain est perfectible? C'est un autre problème. Donc on utilise des expressions de perfectibilité, de perfectionnement qui sont utilisées pour les machines, et on les applique à l'être humain, mais en imaginant tout simplement que l'être humain va de plus en plus se servir des machines. Et comme disait d'ailleurs une des personnes qui parlait de ce sujet, ça crée fondamentalement une inégalité, parce qu'il y a ceux qui ont droit à ces machines, et ceux qui n'y ont pas droit. Ceux qui ont droit aux machines les plus perfectionnées, et ceux qui doivent se contenter de machines moins perfectionnées. Bon, et puis il y a aussi la question des androïdes, et de savoir si depuis longtemps nous n'avons pas dans notre humanité des androïdes, c'est-à-dire des êtres qui sont humains, qui ont une partie animale, mais qui ont aussi une partie mécanique. J'ai abordé ces questions dans d'autres occasions. Je me suis interrogé notamment, et je pense d'ailleurs au film avec Harrison Ford sur ce sujet. Les androïdes sont parmi nous, il faut les détecter, hein, il faut les interdire éventuellement. Et en tout cas, la question se pose si une biotechnologie très avancée ne peut pas créer une nouvelle humanité qui serait animale, mais qui serait également très apparentée à la machine.